Faut-il diminuer le salaire gargantuesque de nos chers ministres? Selon l'ancien président du CPAS de Namur, aujourd'hui reconverti en expert international de l'économie non productive, non, ça va. Aucun débat n'est nécessaire, circuler, y a rien à voir. Bon, puisque c'est un gauchiste qui le dit, on va le dézinguer et voir tout ça en détail dans un instant. Comme dit en introduction, on va s'intéresser à un sujet qui revient souvent dans les débats sur la réduction du déficit belge. Faut-il diminuer le salaire des ministres? Allez, écoutons l'expert en expertise, 100% objectif, 100% neutre et 100% indépendant, même si son principal client est l'État belge qui lui commande des études et des rapports afin de servir de caution scientifique et de justifier ses décisions, disons, exotiques. Allez, écoutons ça. Restez avec nous chaque jour, on donne aussi la parole à un expert. Bonsoir Philippe Defeit, vous êtes économiste à l'Institut pour un développement durable et vous venez de participer d'ailleurs à la rédaction du dernier rapport du Bureau du Plan qui sert à l'élaboration du budget 2027. Merci de répondre à nos questions. Alors, est-ce que le train de vie de l'État est vraiment excessif pour vous en Belgique? Mais arrêtons de parler de l'État obèse. L'État, c'est nous. Quand je vais chez le dentiste et que la mutuelle me rembourse une partie du coût, mais c'est moi qui en profite, ce n'est pas un ministre, ce n'est pas l'État. Quand je roule sur une route qui vient d'être rénovée, qui est plus sécurisée, mais c'est moi qui en profite, ce n'est pas les chemins des travaux. Par contre, il y a une vraie question. Qu'est-ce qu'on a encore envie de faire ensemble? Est-ce que j'ai envie de pouvoir accéder à des médicaments performants, nouveaux? Est-ce que je suis content quand des aides familiales vont chez mes vieux parents qui ne sont pas nécessairement en bonne santé? Est-ce que quand je vais voir un match de football dans un stade, est-ce que j'ai envie que mon enfant, que mon fils qui m'accompagne soit en sûreté parce qu'il y a des services de l'ordre? Et la deuxième question, alors évidemment, et c'est là-dessus qu'on va probablement avoir des débats importants. Oui, d'accord, quand on s'est mis d'accord sur ce qu'on veut faire ensemble, qui va payer? On va donner un exemple très clair que tout le monde connaît. Quand vous allez en France, que vous roulez sur les autoroutes, c'est l'automobiliste qui paie l'autoroute et le nombre de kilomètres. En Belgique, c'est le contribuable qui paie, même celui qui n'utilise jamais les autoroutes parce qu'il prend le train ou parce qu'il roule avec d'autres moyens. Donc ça, c'est vraiment la question. Qu'est-ce qu'on a envie de faire ensemble? Et finalement, sur qui repose la charge? Le contribuable ou l'utilisateur, le bénéficiaire? Effectivement. Bon, là je suis obligé d'interrompre parce que c'est du grand n'importe quoi. D'après cet ancien membre du parti écolo et ancien président du CPAS de Namur, l'État belge n'est pas obèse, puisque l'État, c'est nous. Bah oui, mais vous êtes bien content quand vous allez chez le dentiste et que l'État vous rembourse vos soins, hein? Vous êtes bien content que l'État s'occupe de vos pauvres petits parents frêles et fragiles. Regardez votre maman, elle touche. Allez, l'État va lui donner un petit bisou. Mais vous êtes bien content d'avoir la chance d'avoir accès aux meilleurs médicaments du monde, ou bien à leur contrefaçon malgache, grâce à l'État. Allez, dites merci à l'État belge. Faites un petit bisou à l'État belge, bande d'ingrats grossophobes. Plus sérieusement, ce type se présente comme un expert en économie et perçoit l'argent de nos impôts afin de pondre des rapports qui servent à nous vendre la politique communiste de l'État belge comme quelque chose de sérieux et scientifique. Alors non, l'État ne rembourse pas nos soins, il ne s'occupe pas de nos parents, ni toutes les autres conneries qu'il a osé nous sortir. Le contribuable belge se fait saigner,
paye des impôts parmi les plus élevés de la planète afin de financer un parc industriel d'usines à gaz, de fonctionnaires, d'entreprises publiques servant de circuit de reconversion à tous les politiciens ratés, etc., afin qu'à la fin, ils puissent éventuellement récupérer une infime poussière de tout ce que l'État belge lui a volé. Et on appelle ça des services publics que le monde entier nous envie, mais pourtant qu'il n'a jamais copié. On se demande pourquoi. Ensuite, il ose dire qu'on s'est tous mis d'accord sur quoi financer. Mais t'as pété un câble, papy? Faut changer ta couche? Tu t'es pas hydraté correctement? Mais quel Belge, à part nos 35 000 politiciens, car je le rappelle, en Belgique, plus d'une personne sur 300 vit de la politique, a voté pour 1,6 million de fonctionnaires, c'est-à-dire plus d'un actif sur 5 qui est payé par nos impôts, un système de retraite par répartition à l'agonie qui fait que si vous avez moins de 50 ans, vous n'aurez jamais de retraite, 3 milliards d'euros par an en aide au développement afin de financer des ateliers scrapbooking en Afrique et au Moyen-Orient et aussi pour loger nos clandos dans des hôtels 5 étoiles, un millefeuille administratif entre le fédéral, les régions, les communautés, les provinces, les communes, etc., des milliards et des milliards donnés aux galaxies d'ASBL, d'associations, des médias subventionnés, des entreprises publiques qui font grève une semaine sur deux. Bonjour la SNCB, bonjour Bipost, bonjour l'enseignement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. On vous voit, bande de parasites. Non, il n'y a pas de consentement à l'impôt en Belgique. L'État a simplement organisé un système où une majorité, entre 60 et 70% de la population belge, vit sur le dos d'une minorité, les 30% restants qui sont des contributeurs nets à l'impôt. La majorité n'a aucun intérêt à réduire le périmètre et les dépenses de l'État et ne votera donc jamais en ce sens. Allez, écoutons la suite. Qui va payer? On entend souvent dire aussi qu'il faudrait commencer par réduire les salaires, les dépenses des ministres, des parlementaires. Ça aurait vraiment un impact sur les finances publiques ou ce serait plutôt un geste plus symbolique? Alors, ça n'aurait pas un grand impact sur les pouvoirs, sur les finances publiques, sur le déficit, mais ce serait symbolique. Et d'une manière générale, je suis intimement persuadé que les hommes et les femmes politiques doivent être exemplaires. Ça veut dire d'abord, bien sûr, faire leur job, être présent quand il faut voter, ne pas cumuler, ne pas demander des frais de représentation quand ils n'ont pas de réelles dépenses, ne pas cumuler non plus. Voilà toute une série de messages positifs envoyés à la population. Et ça, des parlementaires, des hommes et des femmes politiques qui agiraient de cette manière-là, qui agissent déjà pour certains de cette manière-là, ça c'est important pour l'avenir de nos finances publiques, parce que finalement, c'est quand même nous qui avons choisi nos représentants politiques. Merci beaucoup Philippe Defeuille d'avoir été en direct avec nous ce soir. Alors, la question à 350 milliards d'euros, faut-il diminuer le salaire de nos ministres? Pour l'expert international qui joue exclusivement à domicile, non, ça ne changerait pas grand-chose. Et puis ce qui compte, c'est d'avoir des hommes politiques honnêtes qui n'abusent pas trop de leurs moultes avantages et des notes de frais. Bon, si on regarde le nombre de ministres, la Belgique en a effectivement beaucoup. 54 fonctionnaires répartis entre le fédéral, les régions et les communautés. Avec un salaire moyen brut d'environ 20 000 euros par mois, ça nous donne environ 13 millions d'euros par an. Bon, même si on tient compte du fait qu'un fonctionnaire, par définition, ne cotise pas et que son salaire réel est simplement de 10 000 euros par mois, tout ce beau monde jouit de moultes avantages et de frais remboursés. Soyons donc conservateurs et estimons que nos ministres touchent effectivement leur salaire brut. Du coup, on pourrait se dire que notre cher expert amoureux de la déesse Gaïa a raison, ça ne changerait rien aux finances belges de réduire, même à zéro, le salaire de nos ministres. 13 millions sur 350 milliards de dépenses, ça ne représente même pas un centième de % des dépenses de l'État.
Et là, vous allez me dire qu'il n'y a pas que les ministres dans la vie, vu qu'une personne sur 300 en Belgique vit de la politique. Et vous avez raison. Chaque ministre est le centre d'une petite galaxie de collaborateurs et de cabinets qui ont eux aussi un coût. Donc on le voit dans l'article ici, l'ensemble des cabinets ministériels coûte environ 300 millions d'euros par an. Donc 300 millions sur 350 milliards, c'est environ 0,1%. Donc voilà, l'expert gauchiste a raison, les ministres et leurs collaborateurs nous coûtent 3 fois rien, qu'on les laisse profiter en paix de leur petite rente. Plus sérieusement, le véritable coût d'un ministre ne se trouve pas dans sa rémunération, ses notes de frais ou le salaire de ses collaborateurs. Certes, des millionnaires d'argent public comme Paul Magnette et Georges-Louis Boucher, c'est intolérable. Mais le vrai problème d'un ministre, c'est qu'il prend des décisions, vote des lois et lève des impôts. À la limite, je préférerais 1000 fois payer ces 54 ministres et même tous leurs collaborateurs avec un salaire 2 fois plus élevé, à la condition qu'il n'ait qu'une seule consigne à respecter religieusement, surtout ne faites rien. Parce que le vrai coût d'un ministre, ce sont les milliards et les milliards de dépenses qu'il génère lorsqu'il crée des postes de fonctionnaires, lorsqu'il subventionne une ASBL, une association ou un média, lorsqu'il monte ou maintient une entreprise publique en déficit permanent comme la SNCB, la Poste, etc., lorsqu'il crée un énième service fédéral, lorsqu'il crée un nouveau règlement ou une nouvelle norme qui coûte des milliards aux entreprises privées et qui nécessite d'engager encore plus d'employés de l'État pour contrôler, etc., etc. Nos ministres ne nous coûtent peut-être que 300 millions d'euros par an en rémunération et en frais de fonctionnement, mais ce sont eux qui votent et dépensent chaque année plus de 350 milliards d'euros. Et la solution, ce n'est évidemment pas d'appeler de ses bons voeux qu'à la faveur d'un alignement des étoiles et des astres divins, nous tombions par miracle sur 54 saints incorruptibles qui vont y aller mollo sur les notes de frais. Si on veut réduire la corruption, les dépenses inutiles, les abus de pouvoir, les détournements, les gabegies et surtout les idées de merde, il faut réduire la surface de contact de l'État avec toutes ces choses. C'est-à-dire réduire l'État à ce qui relève du régalien, police, justice, armée et protection des individus, de leurs biens et des contrats. Tout cela, pour un pays comme la Belgique, tient en une dizaine de postes. Alors oui, il peut toujours y avoir des fruits pourris, mais statistiquement, il y a moins de chances de tomber sur un verre dans un panier de 10 pommes que dans un panier de 35 000. Avant de conclure, revenons sur le fait que la politique permette à des ponctionnaires de devenir millionnaires d'argent public sans avoir jamais produit 1 centime de valeur de toute leur existence, ni même travaillé dans le privé comme Paul Magnette et Georges-Louis Boucher. La politique en Belgique est devenue une véritable carrière ainsi qu'une rente pour ces parasites. Et cela n'est pas acceptable. Il faut absolument déromantiser et déprofessionnaliser la politique en Belgique. Et pour moi, nos amis suisses ont un système extrêmement sain. En gros, ils élisent ce qu'ils appellent des miliciens. Ces derniers, 4 fois par an durant des sessions de 3 semaines, se rendent à la capitale afin de voter les lois. Ils reçoivent un jeton de présence afin de compenser le temps et l'effort fournis, mais les 40 autres semaines de l'année, ces miliciens travaillent comme tout le monde. La politique n'est pas une carrière, mais un simple acte citoyen porté par des gens qui ont suffisamment bien réussi dans leur vie et leur entreprise pour se permettre d'offrir 12 semaines de leur temps à la nation. Et cerise sur le gâteau, les lois votées et les impôts levés par ces miliciens les impactent directement. Ils payent les taxes qu'ils mettent en place. Du coup, ils y réfléchissent à 2 fois avant de saigner les Suisses de valeur, puisqu'ils en font partie, contrairement à Paul Magnette et Georges-Louis Boucher. De plus, vu que la politique n'est pas une carrière, ils ne prennent pas leurs décisions pour assurer leur prochaine réélection.
Ils votent ce qui leur paraît cohérent. Et si ça ne plaît pas, eh ben ce n'est pas un drame, ils retournent simplement travailler comme le reste de l'année. Voilà, on a fait le tour du sujet. En conclusion, augmentons généreusement le salaire de tous nos politiciens, mais comme disaient les armateurs de Saint-Malo, « Sire, par pitié ne faites rien, vous nous avez déjà suffisamment aidés. » La vidéo est terminée, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Soutenez-moi en vous abonnant à la chaîne et en devenant membre afin de propager une des rares paroles authentiquement libres et libérales de Belgique. Dites-moi en commentaire si vous pensez que nos ministres méritent une petite augmentation pour la qualité du service fourni. Et surtout, d'ici là, n'oubliez pas, la liberté, c'est avant tout un choix.